Jean-Marie Dadou, Virgile Arouansé. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM, et vous avez bien raison de nous retrouver pour le 117e numéro de ce programme. Virgile Arouansé, qui est allé prendre des forces, n'est donc pas au rendez-vous. Il nous reviendra certainement en grande forme pour de nouvelles aventures radiophoniques. En revanche, notre invité, lui, il est bien présent, retraité de l'administration des douanes, député de la 5e, 6e et 7e législature, sous la bannière d'abord de son parti d'origine, l'UNDP, puis de l'Union fait la Nation. Il fut le coordonnateur du G13 qui, en un temps, a tenu la dragée haute à Boni-Yayi, et nous avons rendez-vous ce matin, vous l'avez compris, avec l'homme qui a décliné par 2 fois l'offre ministérielle de Boni-Yayi, mais qui, paradoxalement, contre les recommandations de l'Union fait la Nation, est allé soutenir le candidat désigné par le président sortant pour perpétuer sa gouvernance à la tête du pays. Léon Basile Arossi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci d'être venu vous consacrer à cet exercice d'explication, d'analyse et de commentaire de l'actualité nationale. Nos auditeurs qui souhaitent vous adresser leurs questions en direct auront l'opportunité de le faire dans environ 57 minutes, mais en attendant, allons-y sans plus de formalités. Léon Basile Arossi, député de l'Union fait la Nation, a été pendant la décennie qui s'est achevée il y a 10 jours à peine, l'un des élus les plus virulents contre la gouvernance atypique de Boni-Yayi. D'abord, pour commencer, quel est le bord politique du député que je reçois ce matin? Merci, monsieur Adon. Je dois vous dire que Merci d'abord de me donner l'occasion de parler à vos auditeurs et à nos concitoyens. Je suis député de l'Union fait la Nation et je suis du bord de l'Union fait la Nation. Voilà comment je peux répondre à votre question. Dis donc, c'est une réponse plutôt laconique et pas suffisamment claire. Surtout quand on vous a vu au cours de la dernière présidentielle, parce que après la posture de député poil à gratter du pouvoir que vous avez adopté ces dernières années, comment doit-on comprendre la subite volte-face qui a consisté à aller soutenir Lionel Zinsou, le candidat de Boni-Yayi à la présidentielle? Oui, merci. Je voudrais que les auditeurs qui nous suivent retiennent qu'il y a 2 ans, lorsque nos collègues députés, nos concitoyens des forces Cori pour un Bénin émergent clamaient à corps et à cri que après eux c'est eux, c'est-à-dire après nous c'est nous, Lionel Zinsou n'était pas dans leur schéma. Donc en fait, Lionel Zinsou est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et je dis aussi que tout le monde est conscient que Lionel Zinsou n'était pas un militant des forces Cori pour un Bénin émergent. Cela dit... Bon, enfin, certains s'en ont défendu. Ils ont dit qu'il était le conseiller du chef de l'État depuis 2006. Oui, ils ont raison de l'évoquer, mais en fait, est-ce qu'il avait été présent? Ça, on ne va pas polémiquer. Ça ne fait pas de lui un militant FCB. Non. D'accord. Maintenant, je dois dire que la vie, en fait, pour moi, est compartimentée en plusieurs secteurs. Vous avez vos amis, vous avez la politique, vous avez votre famille, vous avez le boulot, vous avez plein de choses. La vie ne se résume pas à la politique. Et lorsque mes amitiés avec l'ex-premier ministre Lionel Zinsou m'ont amené à aborder ce sujet-là avec lui, et c'est vrai que la décision n'avait pas été formellement prise, mais j'ai des liens particuliers avec monsieur Lionel Zinsou. Et je m'en suis un peu expliqué avec le staff de l'Union fait la Nation. Donc, j'ai été clair, je ne suis pas allé soutenir un candidat de Yayi Boni, que Dieu m'en garde,
Mais Yahi Boni et moi, on s'est retrouvés autour d'un candidat. Malheureusement, sa proximité a pollué la candidature, les résultats de Lionel Zinsou. Mais nous n'allons pas pleurer sur nos actes manqués. Je crois que la vie continue. Oui, mais Léon Badila aussi, c'est quand même curieux ce que vous donnez comme argument là. Comment comprendre que l'amitié plus prévaloir sur la conviction politique et le respect des consignes du groupe politique auquel vous appartenez? Ça, peu de Béninois sont arrivés encore à comprendre ce qui a motivé l'élan d'un homme pour qui certains ont beaucoup d'admiration, de par la posture qu'il adopte, de par les positions qu'il défend à l'Assemblée nationale. Comment cela a pu se faire? C'est ça qu'on n'a pas encore compris. Oui, vous voyez, beaucoup de jugements ont eu pour soubassement la personne de Lionel Zinsou. C'est cela qui a dérangé un peu. Sinon, tout au long de la campagne, ceux qui m'ont suivi, qui ont voulu comprendre, parce que beaucoup de nos concitoyens étaient étonnés, ils ont compris que je n'avais aucune acquaintance avec les groupes de Yahi Boni. Mais je continue de dire que lorsque vous avez un ami, vous avez des gens qui vous ont marqué dans votre vie et que vous avez fait un débat, que vous n'avez pas réussi à le convaincre de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire et qui s'y engage, ce n'est pas le moment indiqué pour le lâcher. Cela dit, c'est vrai que j'ai enfreint les règles de fonctionnement de l'Union fait la nation. J'ai perdu des plumes d'ailleurs. Oui, ça j'en venais parce que Bruno Amoussou, le président de l'Union fait la nation, a déclaré sur une chaîne privée avant la présidentielle qu'il a été décidé que votre regroupement soutienne toutes les candidatures de votre choix, pourvu qu'elles proviennent de l'opposition. Manifestement, vous avez désobéi. Et ça, ce ne serait pas sans conséquence, Léon Badila aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que, comme je le disais, j'ai enfreint les règles de fonctionnement de l'Union fait la nation. Et je profite pour saluer un peu les responsables de l'UN, parce que dans leur réaction, ils ont suspendu mes autres collègues et moi qui avions fait ce choix contraire aux options de l'Union fait la nation. Mais je suis heureux que ce ne soit que des suspensions. Ça veut dire que la porte reste ouverte. Et on fera le débat si l'Union fait la nation veut bien, compte tenu de ma contribution à son enracinement, veut bien que je me remette sur les rangs de l'Union fait la nation, je le ferai avec plaisir. Oui, mais ce que je voudrais que vous puissiez expliquer à nos auditeurs, quand vous aviez pris vos décisions contre la position de l'Union fait la nation, groupe politique auquel vous appartenez, vous en êtes ouvert, n'est-ce pas, aux responsables de l'Union fait la nation, qu'ont-ils dit? Est-ce qu'ils vous ont donné leur autorisation? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, les responsables de l'Union fait la nation avaient vu cela venir, parce que la plupart, sinon tous les responsables, connaissent mes relations avec l'ex-premier ministre. Ils ont vu cela venir et ils m'ont prévenu, il ne fallait pas aller dans ce sens. Mais à un moment donné, j'ai dit, comme je l'annonçais tantôt, la vie n'est pas faite que de politique, elle est faite de beaucoup de choses, elle est beaucoup de compartiments. J'ai estimé à ce moment qu'il fallait prendre le risque de le faire. Je l'ai fait et je m'en suis excusé auprès d'eux, parce que l'Union fait la nation m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai pas eu des nominations, mais j'ai eu une formation politique qui aujourd'hui me fait voir les choses autrement. Donc je dois beaucoup à l'Union fait la nation. Cela dit, il y avait le cœur, il y avait la raison. J'ai fait le choix du cœur et je paye le prix, mais j'espère que je paierai le juste prix. Oui, mais on peut être tenté de spéculer, de vous demander, de chercher à comprendre si Lionel Zinsou avait gagné. Qu'auriez vous fait? Est-ce que vous serez dans une posture de retour vers l'Union fait la nation aujourd'hui? Ah, bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire, faire une révélation. En 2010, quand l'UN se préparait à prendre le pouvoir, j'étais dans une commission ad hoc avec les honorables Epiphane Quenom et Augustin Renvoy-Blas.
Et puis, à une pause vers 2h du matin, je leur ai dit, je suis heureux, le président Mbeki va être président de la République, mais moi, je ne serai pas au gouvernement. Pourquoi? Alors, ils se sont dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Et si on te propose, je dis, ça ne m'intéresse pas. Je rappelle ça pour vous dire que j'aurais aidé un ami à aller où il voulait, mais c'est pas sûr que je reste avec lui pour combattre l'Union fait la nation. Oui, mais cela aurait-il pu avoir de grandes conséquences personnelles pour vous si vous n'aviez pas soutenu cet ami qui n'est pas dans la logique des positions que vous avez défendues auparavant. Enfin, pendant 10 ans, vous avez combattu ce gouvernement et puis ce gouvernement, en tout cas le chef de ce gouvernement nomme carrément, ainsi que le disaient les militants FCBE eux-mêmes, ce candidat a été nommé par Boni Yayi, il n'a pas été désigné par la FCBE, et vous mettez derrière lui, ça manque quand même d'un peu de cohérence, non, Léon Bazila aussi? Oui, j'allais même dire de suite, ça manquait de suite, mais je dois vous dire que nos concitoyens qui ont fait les analyses selon lesquelles Lionel Zinsou est la suite de Boni Yayi, je ne les accuse pas. Mais moi qui l'ai approché, je savais que Yayi Boni l'aurait regretté. Il l'aurait regretté parce que je dois vous dire, je vous dis une vérité là sur le plateau, son message téléphonique au président Patrice Talon, Yayi n'en a pas voulu. Ah bon? Il n'en a pas voulu. Ça, c'est une façon diplomatique d'arranger les choses après pour dire qu'il a d'abord pris la... Yayi n'en a pas voulu. La preuve, les chars étaient déjà dans les rues. 2 jours avant les élections, les chars étaient dans les rues. Et que voulait-il faire, Boni Yayi? Bon, vous savez, je connais un peu le personnage qui refuse tout si ce n'est pas ce qu'il souhaite. Enfin, on ne savait pas ce qu'il allait faire. Et puis je salue aussi nos forces armées qui avaient pris des dispositions pour ne pas allumer le pays. Ça aussi, on le savait. Donc Lionel Zinsou n'était pas en fait le prolongement de Yayi, mais il est venu dans ce fourgon malsain. Il n'avait pas d'autres opportunités pour y arriver. Il est venu par là, il tentait de s'accommoder et puis ça aussi, il en a payé le prix. Oui, faisons un peu de la politique fiction. Imaginons que ce soit Lionel Zinsou qui a été élu pour ces élections. Comment comprenez-vous, comment croyez-vous qu'il puisse se débarrasser du système FCBE, gérer le pays normalement, pour faire les choses normalement, dans un pays normal pour des citoyens normaux, alors qu'il est entouré d'un système? C'est un système, le FCBE, c'est pas un individu. Oui, je vous comprends, mais vous savez, il a laissé fuir certaines de ses idées à travers ses comportements, à travers ses propos. Et c'est pour cela que la plupart des grands classiques des FCBE ne l'ont pas suivi. Si vous avez bien regardé la configuration un peu avant les élections, la plupart des grandes têtes des FCBE ne l'ont pas suivi. Comme qui, par exemple? Oh, il y a eu une pléthore de candidatures au sein des FCBE. Oui, quand vous parlez des têtes de pont FCBE, enfin, les gros gourous des FCBE étaient derrière lui. Barthélémy Kassa, par exemple. Bon, je commente pas ça. Mais Komi Koutié, par exemple, c'est... Je commente pas ça aussi non plus. Mais vous savez, la politique, c'est pas ce qui est exposé au soleil. Ah, d'accord. La politique, c'est pas ce que nous exposons au soleil. C'est pas ce que vous voyez au soleil. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup plus des non-dits, des non-vus, des non-exposés. C'est ça, en fait, la politique. Parce que j'ai eu beaucoup à échanger avec le Premier ministre. À un moment donné, il a vu venir ce qui est arrivé. Et ce n'est pas venu sans le comportement de tous ceux qui l'entouraient. Comme Gaston Jossou l'écrivait dans l'un de ses ouvrages, c'est la guerre des choses dans l'ombre, la politique. Ah, un peu ça. Alors Léon Bazila Rossi, aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette aventure de la présidentielle? Non, en fait, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que je me suis acquitté d'un devoir moral. Et il fallait le faire pour continuer de respirer bien, de me porter bien. Je l'ai fait. Parce que vous auriez été malade si vous n'aviez pas soutenu Lionel Zinsou, c'est ça? Oui, je n'aurais pas eu le courage de le regarder en face. Je n'en aurais pas eu le courage. Et dans la vie, je crois que il y a beaucoup de choses, mais il y en a, pour moi,
le devoir d'amitié, le devoir de reconnaissance. C'est vrai que ce n'est pas absolu, mais j'avais cette obligation. Je l'ai faite et puis je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je ne regrette pas les résultats non plus. Parce que à un moment donné, je crois que tout le peuple s'est rendu compte que sa présence dans le processus n'a pas été inutile. Il fallait des gens pour le soutenir, pour qu'il aille jusqu'où il est allé pour passer le coup de fil vers 2h du matin. C'est parce qu'il sentait quand même qu'il y a des gens qui croyaient en lui. Il ne fallait pas qu'il se comporte comme les autres psychopathes. Ah oui, parce qu'il y en a. Ah, bien sûr. Et il a fait cela. Donc, il fallait des gens autour de lui, des gens avec qui il parlait. Je fais partie des gens avec qui il parlait. Il posait beaucoup de questions. Et je donnais mon point de vue. Je lui disais, voilà comment moi je vois la chose. Et je crois que je ne regrette pas. Vous avez eu le sentiment qu'il a appris de cette aventure politique, de cette aventure électorale? Il a appris beaucoup de choses. Jusque-là, je crois qu'il prenait la vie du côté de la profession, de l'expérience professionnelle. Il n'avait pas l'expérience politique. Je crois qu'il en a acquis un peu. Le peu de temps qu'il a passé dans l'arène. Certains ont dit que c'est un bon produit, mais présenté dans un mauvais emballage, un bon produit présenté dans un bon casting, comme le disait Ricard Madougou, mais présenté dans un mauvais timing. Est-ce que à la fin de l'expérience que vous venez de vivre, vous avez ce sentiment-là aussi? Je l'avais même avant. J'ai dit... il n'y avait pas d'autre piste pour l'amener vers cet essai politique. Il n'y avait pas d'autre piste. Personne n'était prêt à le porter. Personne, sur le plan politique, ne le voyait venir. Bon, Yahi Boni a fait ses calculs, il est allé le chercher, il l'a amené. Malheureusement, et lui-même il le sait, et il a fait le débat avec beaucoup de gens. Est-ce qu'il fallait se démarquer? Est-ce qu'il ne fallait pas se démarquer? En se démarquant, il perdait le reste des FCBE qui le suivaient. En ne se démarquant pas, il recevait les coups de tous ceux qui regrettent les 10 ans de Yahi. Bon, il a fait son option. Il était pris entre le marteau et l'encre. Il a subi. Je crois que ça lui donne des leçons de la vie. Toute épreuve nous apprend quelque chose. Alors, toute épreuve nous apprend quelque chose. Fraternité du mardi dernier nous a posé plutôt une question en manchette, une question à laquelle elle n'a pas donné de réponse. Quel visage pour l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a une nouvelle carte politique qui se construit à l'issue de ce scrutin présidentiel à rebondissement. Comment l'entrevoyez-vous, vous qui êtes à l'Assemblée nationale depuis plusieurs législatures? Oui, merci. Je crois que l'Assemblée nationale... jusqu'à maintenant, et pour ce que je sais, pendant un bon moment, aura un visage très apaisé. Parce que l'Union fait la nation pratiquement s'est battue aux côtés de l'actuel président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, qui avait soutenu le même candidat que moi, a dit qu'il va travailler aux côtés du président Patrice Talon. Vous avez suivi les ralliements au second tour, beaucoup de grandes figures, la FCBE. La FCBE compte des gens de valeur. Il y en a, mais malheureusement qui ont obéi à un empereur jusqu'à la dernière minute. Donc, beaucoup de gens ont rallié au second tour. Qu'est-ce que vous appelez des gens de valeur? Oui, des gens, en dehors de la politique, quand vous les écoutez, quand vous les observez, c'est des gens qui portent de grandes valeurs. Et le débat entre eux et moi, souvent, a chopé sur le fait qu'ils obéissent un peu trop à Yahi. Que sont ou que représentent des gens qui prétendument auraient des valeurs lorsqu'ils ne sont pas capables d'assumer leurs propres convictions, lorsqu'ils ne sont pas capables de montrer le meilleur qui est en eux? Léon Basila aussi. Oui, votre question, elle est bien pertinente, mais tout le monde n'arrive pas facilement à se libérer des contraintes.
J'ai eu... Les contraintes sont d'ordre matériel, sans doute, contraintes d'ordre financier. Il y a ça, il y a aussi même d'autres qui sont tenus par un certain nombre de choses qu'on leur reprocherait, etc. Il y a même les contraintes morales. J'ai un ami professeur d'université qui, moralement, il est admirable. Et puis, qui se retrouve dans le gouvernement de Yahi. Et il me dit, oh, jeune frère, tu as tort de ne pas venir. Viens, on va bousculer les choses. Il s'est mis à tenter de bousculer, on l'a foutu à la porte. C'est lui qui a été bousculé. C'est lui qui a été bousculé. Et quand on s'est revu, il m'a dit, jeune frère, pour une fois, tu as eu raison sur moi. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens sont allés, peut-être parce qu'ils pensaient arranger, redresser, mais... Ils ont fait preuve de naïveté sans doute parce que ce système, quand on l'observe de l'extérieur, on sent qu'il n'y a qu'un seul empereur, comme vous l'avez dit, vous-même j'emprunte votre mot, à bord, et que les débats d'idées ne sont pas acceptés. Pour la petite histoire, je suis entré à l'Assemblée en 2007, mouvancier. Mouvancier parce que notre parti nous l'avait demandé. Mais 8 mois après, j'ai demandé au parti de me permettre de me libérer. Et c'est un peu les origines du G13. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? La gouvernance? Oui, les méthodes, on vous convoque, on vous dicte ce qu'il y a à faire et vous n'avez pas d'explication à demander, vous n'avez pas d'amendement à apporter. J'ai été syndicaliste. En fait, des députés Virumengon en quelque sorte. Voilà. Puis, j'ai été syndicaliste et puis... J'ai un peu la contestation dans ma nature. Et je n'ai pas accepté. J'ai dit à mon parti, je ne peux pas continuer de rester là-bas. Donc, j'ai fait à peine 8 mois, je suis parti. Et je le disais aux autres. Bon, malheureusement, les gens interprètent aussi ma dernière attitude comme si j'avais succombé à Yahi. Bon, c'est pas bien grave. Le temps qui vient nous montrera que l'homme n'a pas fondamentalement changé. Alors, Léon Basile Arrossi, on annonce des bouleversements importants au Parlement. Vous qui êtes un peu habitué aux intrigues de couloir du Parlement, que va-t-il se passer à présent? Tout le monde saute les 2 pieds joints un peu dans le nouveau départ, comme on l'a vu en 2006, où on a contribué à forger ou à créer ou à fabriquer cet empereur dont on regrette aujourd'hui la gestion à la tête du pays. Bon, moi, les premières impressions que j'ai de l'Assemblée après l'investiture ne sont pas vraiment que tout le monde veut aller dans la mouvance. Je n'ai pas encore cette impression. Alors, quelle impression avez-vous eu? L'impression que j'ai de mon petit observatoire, c'est que les gens ne veulent pas aller s'opposer à l'action du président Talon juste parce qu'ils n'ont pas été de son équipe de campagne. Les gens s'opposeront si, dans les jours à venir, il y a des choses qui gênent. Comme quoi, par exemple? Non, si le président, par exemple, veut aller à ses réformes en piétinant les députés, il va les retrouver debout face à lui. J'ai entendu un homme politique que je respecte beaucoup d'ailleurs, qui votre émission ici, il a parlé sur Soleil FM, il n'a pas du tout fait de cadeau au président Talon, et puis juste après son élection, je l'ai entendu sur Canal 3 dire, moi j'ai fait campagne à visage découvert pour Talon, il faut qu'il gouverne en tenant compte de l'opinion de la rue, les députés ils ne représentent plus rien. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal. Aucune réforme ne peut se faire en contournant l'Assemblée. Et le président de la République, lui, en est parfaitement conscient. En tout cas, les pas qu'il pose en donnent l'impression. Je crois qu'il prend un bon départ pour son nouveau départ. Je crois. Parce que si des gens qui veulent venir le coacher à la dernière minute commence à lui dire l'Assemblée, on peut s'en passer, c'est faux. C'est faux, il va culbuter. La plupart des députés, surtout ceux qui n'ont pas été de son bord pendant la campagne, ne sont pas dans un esprit hostile. Pas du tout. Et puis on ne s'oppose pas à quelqu'un parce qu'on n'a pas dit la même chose. On ne pouvait pas être derrière les 33 candidats. Maintenant, il fallait choisir. Il fallait choisir. Bon, même si, comme disent les gens, moi j'ai fait le mauvais choix.
Mais ce n'est pas pour cela que je vais m'opposer au président Patrice Talon. Mais maintenant, si dans les actes, je constate que mon soutien vers lui va être mortel pour moi, mais je vais me dresser contre lui. Mais en attendant, tel que ça se passe, moi je trouve que il prend de bons conseils et que s'il continue comme ça, je crois qu'il n'aura pas grande opposition. Les gens pourront interpréter ça comme tout le monde veut aller à la rivière. Il n'y a jamais de la place à la rivière pour tout le monde. Ça, il faut qu'on se le dise. Ah bon? Il n'y a jamais de la place à la rivière pour tout le monde. Donc, s'il commence comme ça, s'il avance comme ça, on va le soutenir. Bon, il faut considérer que Léon Basile Larosse, il fait partie de ses soutiens, c'est ça que vous dites? Non, en fait, mon problème, c'est que j'ai amorcé mon retour vers l'Union fait la nation. Et l'expérience que je viens de vivre m'a appris qu'il ne faut pas s'écarter d'un groupe. Alors, je retourne, je suis au Parlement, on fera les débats internes au niveau de l'Union fait la nation. Si l'Union fait la nation est mobilisée derrière le président Patrice Talon, je ne sais pas ce que un soldat isolé irait faire contre. Alors, dans cette aventure pour soutenir Lionel Zinsou, vous n'étiez pas seul, vous étiez avec Éric Onwonete, qui est député de l'Union fait la nation comme vous, qui avec vous pendant les 2 mandats de Boni Yayi a fait les mêmes combats que vous. On se souvient de ces débats parlementaires, ces débats épiques qui ont été menés au Parlement, ces positions parfois tranchées que vous avez adoptées, soutenues, ces refus répétés d'aller dans le gouvernement de Boni Yayi. Alors, lui de son côté, est-ce que je sais que vous voyez souvent, vous avez pu comprendre, en attendant qu'on ait l'occasion de l'avoir dans ce studio, est-ce que vous avez cherché à comprendre les motivations de Éric Onwonete, par exemple? Oui, moi je vous ai dit un peu ce qui m'y a conduit. Mais je n'ai pas posé la question aux autres qui sont venus. Je ne leur ai rien demandé. Parce que j'avais un problème de cœur à gérer, moi, qui ne s'accommode pas toujours de la politique. Peut-être qu'ils avaient des raisons politiques, mais on n'en a pas parlé. Et tout le temps que la campagne a duré, mes contacts et mes actions s'étaient limitées aux candidats. Je n'ai pas voulu approcher les autres groupes parce que j'étais conscient des risques que comportait mon choix, mais je voudrais accompagner un ami, un candidat, et ça a été surtout des débats entre lui et moi. Moi, je préfère que vous fassiez comme ça, je préfère que vous ne fassiez pas ceci. Ça a été un peu ce que j'ai fait, surtout aussi que on a fait une campagne à sec, s'il faut l'appeler ainsi, parce que il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Ah bon? Il n'y avait pas les moyens. C'est pas l'impression que votre campagne a donné la campagne de Premier ministre Lionel Zinsou était l'une des moins huilées. Je peux vous le dire. Ah bon? Parce qu'il est arrivé entre lui et moi qu'on a échangé jusqu'à une heure très avancée de la nuit pour chercher où on pouvait trouver un peu d'argent. Ça, je vous le confesse. C'est curieux ce que vous dites, le candidat de Boni Yayi qui manque de moyens alors que lui-même en distribuait partout. On ne vous comprend pas, Léon Basile aussi. Boni Yayi distribuait ses sous pour régler ses problèmes à lui. C'était quoi ses problèmes? Ses problèmes à lui, c'était d'empêcher Talon d'être président. Ça, tout le monde le sait. C'était Patrice Talon qui hantait ses... Ah oui, ça lui enlevait le sommeil. Mais ça n'arrangeait pas toujours la campagne de Lionel Zinsou. Parce que celui qui fait sa campagne, qui a une équipe qui le suit, doit savoir comment articuler son fonctionnement, ses dépenses. Mais ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça pendant des heures, tard la nuit. C'est vrai que il a eu un peu d'argent, je ne sais pas d'où, mais ce n'est pas l'argent qu'il fallait pour faire la campagne. Donc, si on doit rechercher les causes de son échec aussi, vous mettez l'argent là dans les causes de l'échec de Lionel Zinsou, c'est ça? Oui, ce n'est pas fondamentalement l'argent, mais le peu qu'il fallait, et au lieu l'usage qu'il fallait en faire.
louer des bâches, payer les gens qui font les animations, les communications sur les radios, plutôt que d'ouvrir un guichet de distribution devant le palais, l'argent aurait été plus utile. Alors, vous étiez en train de dire tout à l'heure que Bouniaïe était hanté par Patrice Talon, qui finalement est devenu quand même président. Cette semaine, on nous a annoncé qu'il organise des tournées dans la partie septentrionale du pays où des propos sont tenus. Il continue d'être hanté, de votre point de vue, par ce qui est arrivé? Enfin, vous savez, qu'on le veuille ou non, Yahi Boni, c'est un ancien président de la République. Le sentiment que j'ai, c'est que il se retrouve pas dans ce qui lui arrive. Parce que la vie nous donne des leçons, mais celle-là me paraît extrêmement sévère comme leçon. Quelqu'un qui l'a voulu humilier, détruire, réduire à néant, qui revient lui prendre le pouvoir. Et puis il a toujours dit qu'il ne passerait jamais le pouvoir à Talon. Eh bien, pourquoi il l'a fait finalement? Non, le Bénin est ce qu'il est. Parce que personnellement, j'étais curieux d'assister à ça. Quelqu'un, un locataire, n'est-ce pas, à qui vous louez votre maison, et le jour où vous avez besoin de votre maison, il dit non, monsieur, je ne vous donne pas la clé. Enfin, j'étais personnellement curieux d'assister à ce genre de spectacle. J'aurais payé très cher pour voir ça. Oui, vous savez, le personnage qu'on avait en face, ça lui ressemble. Les déclarations, les comportements, beaucoup de... La preuve, le type a sorti les chars. Moi, j'ai vu les chars. Il paraît qu'il y en avait à Parakou, je n'ai pas vu. Il paraît qu'il y en avait à Calavi. Et c'était pour faire quoi? Pour intimider les citoyens? Mais qu'ils vous souviennent, le raisonnement n'est pas le fort de Yahi, c'est la brutalité. Les douaniers se sont opposés à lui. Il a envoyé la garde présidentielle défoncer leur bureau. Bon, un président qui se comporte comme ça, je crois qu'il faut qu'on rende grâce à Dieu qu'il soit parti vraiment sans faire plus de dégâts que ça. C'est vrai qu'il en a fait et que moi je le dirais au président Patrice, il faut qu'il réponde de certaines choses. Mais c'est déjà bon qu'il soit parti. La victoire de Patrice Talon était la dernière chose, le dernier malheur qui pouvait lui arriver. Et c'est arrivé. Et il a laissé... C'est le genre de choses qu'il n'imaginait pas dans cette vie cauchemar. Et qu'il n'acceptait pas dans son subconscient. Et en se battant contre ça, il a d'abord détruit son candidat et puis il a renforcé la popularité du président Patrice Talon. Donc c'était lui son directeur de campagne. En fait, comme certains l'ont dit, en fait, il y a contribué parce que, bon, Patrice Talon, c'est quel que soit ce qui s'est passé entre eux, les Béninois ne le regardent pas comme la peste. Et Yahi voulait en découdre, il voulait en finir. Et puis, c'est pas lui qui choisit le président qui doit le remplacer. Le peuple lui a montré que c'est nous qui choisissons. C'est moi qui choisis. C'est Patrice Talon que je choisis. Ça, il ne l'a pas géré. Et puis, les choses qu'il dit dans le Nord, c'est regrettable qu'un ancien président, Mathieu Kérékou est parti, son silence l'a rendu très grand. Mais les gens vous envoient des trucs sur WhatsApp qu'ils racontent. J'ai voulu vous protéger au Nord. Vos cadres n'ont pas voulu. Maintenant, Patrice Talon n'a pris que 3 ou 4 ministres du Nord. Vous croyez que c'est ça qui va vous aider? C'est ça. Bon, un président, moi je crois que c'est des... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas... Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres intentions cachées derrière ces lamentations qu'il organise dans des pérégrinations, dans ces pérégrinations au Nord, de commune en commune, comme s'il était encore président de la République, comme s'il était encore candidat à quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée derrière ces actes qui se posent? Moi, j'ai simplement l'impression que il ne se retrouve pas dans ce qu'il... Il ne se retrouve pas sans pouvoir. Il ne peut pas vivre, il ne tient pas debout. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons fait l'ouverture de la session ordinaire le mardi dernier. Et puis, un député FCB me dit, il m'a appelé, il a dit, il faut voir les autres. J'ai déjà appelé certains d'entre vous, venez me voir par à coup jeudi. Il se considère toujours comme le patron Il demande au député FCB. Et l'intéressé lui a dit, président, ça va être difficile. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, il n'a plus le pouvoir, on peut lui dire certaines choses. L'intéressé a dit, président, ça va être difficile. Il dit, ah bon? Voilà l'homme.
Donc moi, je crois que c'est pas encore entré dans son subconscient qu'il n'est plus... quelqu'un m'a dit qu'il n'est plus rien, je ne vais pas jusque-là. Il est devenu citoyen ordinaire. Il est quand même ancien président. Et citoyen ordinaire comme vous et moi, et peut-être un peu plus. Parce que nous, on n'a jamais été président. On n'a jamais été président. Donc, et il a des privilèges que nous n'avons pas. Je crois qu'il faut qu'il se rende à la réalité, qu'il se contente de ça. Sinon, il risque de perdre tout ça. S'il se met dans des schémas pour tenter de déstabiliser le système, pour tenter de continuer à mûrir, à ronger les freins, parce que c'est Patrice Talon, il va s'attirer des ennuis pour rien. Et ce n'est pas Patrice Talon qui va le faire. C'est les lois de la République, le peuple, on va lui lancer des cailloux. Ça ne fait pas comme ça des cailloux, mais des actes vont être posés qui ne vont pas être bons pour lui. Donc moi, je crois qu'il n'a qu'à faire comme Kérékou. Il se range. Kérékou a quitté le pouvoir. Puis il est devenu grand, il est devenu fort, il est devenu une référence. Oui, mais si Boni Yaye est aussi inconsolable qu'on le constate, est-ce que finalement les rumeurs de nomination à l'international qui circulent ne lui rendraient pas service? Est-ce que Patrice Talon ne ferait pas du bien au pays, à Boni Yaye lui-même et à ses parents sans doute aussi, de trouver l'occasion de l'envoyer à l'international pour qu'il aille s'occuper de quelque chose d'autre, aller se défouler à l'international pour enfin, j'ai pas envie de dire pour nous coller la paix? Moi, je pense que le président Patrice Talon, s'il doit intervenir dans ce débat, a intérêt pour le pays et pour les Nations Unies dont on parle, à l'empêcher d'y aller. Ah bon? À l'empêcher d'y aller. Parce que le professeur Teboué-Dre, qui à intervalles réguliers met le pied dans les plats, a écrit, j'ai eu ça sur WhatsApp, qu'il faut que les Nations Unies exigent une visite médicale approfondie avant de mettre quelqu'un comme ça à un pot. Il a écrit, bon, c'est sur le WhatsApp. Bon. Donc, moi, même là, et beaucoup de Béninois pensent que il ne faut pas envoyer quelqu'un pour aller nous honner. Vous pensez que ça va nous desservir? Ça va desservir notre pays. Ça va desservir notre pays. Et on peut trouver, si c'est le poste là... Pourtant, Boni Yaye a quand même une expérience de président, expérience d'ancien président de l'Union africaine, président de l'UEMOA. Enfin, il a été quand même de beaucoup de choses. Il peut contribuer d'une certaine façon à l'international, non? Et donner certainement, comme certains le pensent, un peu plus de visibilité à notre pays. Vous ne pensez pas? Président de l'Union africaine, président de la CEDEAO, président... Est-ce que ça a été bien fait? Vous savez, c'est un autre débat. Vous savez comme moi que toutes les têtes bien pleines ne sont pas toujours des têtes bien faites. Donc moi je crois que la petite expérience que nous-mêmes nous avons vécue ne nous incline pas à faire ça. Le grand rendez-vous. Alors, Léon Basile Akossi, le nouveau président s'est installé, a formé son premier gouvernement. Il en résulte des appréciations diverses sur la structure, sur le nombre de portefeuilles, sur les personnalités sollicitées. Quelle est votre appréciation, vous? Oui, merci. Moi, ma première appréciation, c'est que c'était annoncé pendant la campagne qu'il y aurait 16 ministères. J'aurais été bien content qu'il se limite aux 16 ministères parce que les dimensions de notre pays, avec une quinzaine de ministères, on peut cerner les problèmes, on peut les gérer. Bon, c'est un homme qui entre dans l'arène politique, il a dû avoir des contraintes et puis on a pris 19, après c'est allé à 21. Bon, je ne lui en tiens pas rigueur pour ça. Oui, mais est-ce que, entre ce qu'on dit au cours de la campagne, entre les propositions qui se font au cours de la campagne et qui n'engagent d'ailleurs que ceux qui y croient, quelqu'un l'a enseigné ici, et la réalité concrète du pouvoir, il n'y a pas quand même une différence? Ah, bien sûr, et c'est ça, il vient d'être confronté aux réalités du pouvoir. C'est pour ça que de 16, il est passé à 21. Ça, c'est les contraintes du pouvoir. Et moi, je crois qu'il ne faut pas lui tenir rigueur pour ça. Pourvu que de 21, on ne se retrouve pas à 30, 35 sur le parcours. Donc, on soit dans la tendance baissière. Oui, parce que notre pays
notre pays n'a pas beaucoup de ressources et il faut pouvoir les gérer. Et puis, les structures même des ministères, moi je crois que il aura certainement le temps de se pencher là-dessus. Vous prenez par exemple les trucs que Yahya a menés. Un ministre, il a un directeur de cabinet, il a un secrétaire général du ministère, il a un secrétaire particulier ou une secrétaire particulière, il y a un secrétaire administratif, il y a des gens qui l'entourent pour l'encadrer administrativement. Et puis on dit, il y a un assistant du ministre. Ça sert à quoi? Un assistant du ministre. Le directeur de cabinet est là, parfois avec un adjoint. Secrétaire général, parfois avec un adjoint. Secrétaire particulier, secrétaire administratif, attaché de cabinet. Et puis on dit, il a un assistant. Tiens, les poses de remerciement. Bon, moi je crois que de se faire entourer par des gens qui ont la confiance. Voilà, il faut réduire ces choses-là. Il faut les réduire parce que faut pas qu'on oublie, il faut pas que l'humain oublie. Il est chef d'entreprise et il a des instincts de rigueur. Moi, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Pas dit talent, je l'ai vu pour la première fois en 2015. Pour la première fois de ma vie, en 2015, oui. Mais je crois qu'il faut qu'il applique un peu ces choses-là pour qu'on se débarrasse. Et puis, les institutions, il y en a, haut commissaire à la gouvernance concertée, pour moi, ça ne sert à rien. Je ne parle pas des hommes qui l'animent, mais la structure, pour moi, ne sert à rien. S'il y a des hommes bien dedans, on peut les dire haut commissaire à la solidarité nationale. Bon, c'est des machins pour vous. Médiateur de la République. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Moi, je trouve que... Enfin, il veut amorcer les réformes. Moi, je dirais ces choses-là, je les lui dirai. Même la Haute Cour de justice, il faut revoir, il faut la revoir dans sa... Certains estiment qu'il faudrait supprimer cette affaire qui n'a jugé aucun moustique mais depuis presque 25 ans. Je ne serai pas contre. Je ne serai pas contre. Et puis, je crois qu'il faut que... Bon, le gouvernement, les gens qui y sont, moi, je crois que... Je trouve ça bien, les gens qui y sont. Oui, mais sur la structure même du gouvernement, est-ce que, puisque vous avez parlé du nombre de personnes, du nombre de postes ministériels, est-ce que de votre point de vue, il y a des ministères ou des départements dont on aurait pu se passer? Moi, j'avais vu venir le ministère de l'Éducation nationale. Des gens ont trouvé que c'est trop grand. Je dis non. On peut faire le ministère de l'Éducation nationale avec des secrétaires d'État. C'est moins coûteux. Bon, il y a là, et puis j'avais vu venir la fusion du ministère de l'Administration territoriale avec la sécurité. C'est plus cohérent de mon point de vue. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu les contraintes politiques, et puis c'est lui qui a été élu président. On aurait pu mettre la décentralisation, la gouvernance locale d'un côté et l'administration du territoire et la sécurité d'un autre côté. Voilà, surtout qu'on y a soustrait l'aménagement du territoire. Donc, ce qui reste là, on peut coller. Puis, ça ferait mieux le ministre de l'Intérieur directement avec les préfets. Bon, ça ferait mieux de mon point de vue. Mais, ça n'a pas été ça. C'est pas bien grave, ça n'empêchera pas la Terre de tourner autour du soleil. Mais c'est de petites choses, moi je crois, pas trop grandes. Mais quand je regarde la qualité des hommes qui sont dans le gouvernement, par contre, je crois que ça inspire confiance. Vous êtes satisfait? La plupart. Ceux que je connais, je crois que ça inspire confiance. Parce que je vois des gens qui ne vont pas s'amuser au travail. Il y a des gens qui ne vont pas s'amuser au travail. Les ministres d'État, quand je les vois, ce n'est pas des gens qui s'amusent au travail. Et puis, il y a beaucoup d'autres, je vois, que je connais. Je crois que les autres que je ne connais pas, je leur prête la bonne foi. Je crois que ça pourra aller. Alors, les premières mesures de ce gouvernement se jouent autour de 3 ou 4 mots-clés: suppression, annulation, suspension et interdiction. Suspension et gel, par exemple, des recrutements, annulation d'une quantité considérable de décrets, suspension des affectations dans les postes diplomatiques, annulation des passeports diplomatiques, interdiction des motards à sirènes hurlantes qui perturbent la quiétude des honnêtes gens, interdiction de ces postes téléviseurs qui font croupir notre administration publique dans la fainéantise. Que vous inspire cette entrée qu'on pourrait aisément qualifier de fracassante de Léon Badila Roti? Merci, M. Adou. Moi, je crois que si j'étais
retourner au Parlement le mardi dernier pour être un opposant acharné au président Patrice Talon, je passerai à l'autre bout. En même temps. En même temps, parce que j'ai admiré, mais j'ai commencé à acclamer seul dans ma chambre. Ma fille a ouvert et dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je suis content. Parce que tout était à refaire. Tout était à refaire. Et c'est un signal fort qu'il a donné. C'est un signal fort. Vous voyez, le jour de sa prestation de serment, j'ai vu que notre diplomatie était défigurée. Les choses se sont... Pourquoi dites-vous ça? Les choses se sont très mal passées. Les choses n'étaient pas coordonnées, les choses n'étaient pas belles. Et donc vous avez compris qu'il avait raison de demander aux autres présidents de ne pas venir. Ah, il avait tout à... Parce que celui qui voulait les faire venir ne serait pas là pour vivre ça. Et c'est lui qui aurait payé le prix moral. Donc, moi, comme on le dit à Abidjan, il aurait montré notre derrière aux étrangers. Ah, voilà. Donc, moi, je crois que les mesures, l'histoire des concours, non, et de toute évidence, c'est du faux. C'est du faux. Je crois que ceux qui s'acharnent à défendre ça, ce n'est pas bon pour leur image eux-mêmes. C'est du faux. Et puis, les décrets, pourquoi à la veille, il est allé même jusqu'à aller acheter un avion pour son successeur? C'est un acte de générosité quand même, que vous n'allez pas lui reprocher ça. Oh non, non. Et puis c'est le président Patrice Talon qui veut rouler dans l'avion. À un mois, qu'on laisse la chance au président qui arrive d'aller choisir l'avion. Peut-être par rapport à la marque, je ne sais pas, par rapport au coût. Et puis, peut-être qu'il ne veut pas en acheter pour le moment. Il y a d'autres urgences. Cet argent peut servir à autre chose. Non, ça dit, c'était une calamité. Je crois que les premières mesures que le président de la République a prises, moi je les acclame des mains et des pieds. Et je souhaite qu'il aille dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut y aller. Kérékou avait dit en 72 que passerait sur des cadavres s'il le faut pour que la révolution triomphe. Bon, nous ne passerons pas sur des cadavres, mais il faut faire des casses, il faut y aller. Moi, je suis absolument d'accord. Tout le monde n'est pas de votre avis, évidemment. Nous avons entendu un certain nombre de choses au cours de la semaine, notamment en ce qui concerne la suspension de ces fameux concours jugés frauduleux. Et dans l'opinion, ça s'affronte. Il y a les fervents pourfendeurs d'un côté, et puis il y a les ardents défenseurs de cette affaire. On a vu ces jeunes... comment les appelle-t-on, récipiendaires ou lauréats heureux ou malheureux, je ne sais plus, qui sont allés manifester devant le palais de la présidence. On a écouté l'ancien ministre de la fonction publique que certains qualifient d'acteur principal de ces concours jugés frauduleux, qui ont estimé que ils vont pas se laisser faire, que le gouvernement n'avait pas le droit de suspendre ou d'annuler ces concours, etc. Est-ce que vous pensez que le pouvoir devrait y aller avec la force si nécessaire pour rétablir ce qui est juste? Monsieur Adou, l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Dans ce fleuve se côtoient les héros et les assassins. Et je ne vois pas ceux qui ont organisé cette espèce de concours. Ceux qui en profitent, je ne les vois pas dire la même chose que d'autres disent et que je dis. Ça, je m'y attendais. Mais ils iront jusqu'où? Il y a trop de preuves. Il y en a trop. Des gens qui ont échoué au sport, qui se sont retrouvés admis au concours. Ça, c'est des choses qui existent. Et le gouvernement n'a pas pris cette décision sans avoir mis la main sur les premières preuves. Le gouvernement a mis la main sur les premières preuves. Moi, j'en sais quelque chose. Et le ministre Yaya, il est dans son rôle. Peut-être qu'il sait ce qui s'est passé. Peut-être qu'il ne sait pas et que c'est son entourage qui l'a fait. Mais moi, je dis, ils vont faire du bruit.
ils vont gesticuler, mais ils n'iront pas bien loin avant de tomber en panne. Avant de tomber en panne. Enfin, bon, ce qui ne tombe pas en panne, la machine qui ne tombe pas en panne, mais qui ne nous satisfait pas, c'est la SBE. Un sommet état des lieux pointe dans les décisions de ce premier conseil de gouvernement, la SBE, qui d'ailleurs a fêté et fait bombance cette semaine. Cette SBE est riche de 40 milliards de dettes vis-à-vis de la CEB, ce qui nous garantit l'énergie domestique en continu. Pendant ce temps, les médias annoncent également plus d'1 milliard de dettes de repas se rapportant des factures dans des déjeuners et dîners offerts à la présidente de la République sous le régime défunt. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez un commentaire? Oui, mais c'est en fait ça le régime Yahi. Faites ce que vous voulez, volez, pillez, mais si je passe, tout le monde à genoux, tout le monde rampe. Tout le monde s'aplatit. Vive le roi. La SBE est gérée comme une épicerie. C'est comme une épicerie. Ah bon? Non, c'est pas. Et puis, vous voyez, le système Yahi, le directeur général de la SBE, je crois savoir qu'il est à la retraite depuis un moment. Mais il n'est pas pressé de partir, là. Vous ne le voyez à aucune occasion rater de faire l'éloge de Yahi. Même quand c'est là, c'est pas ça n'a rien à y voir. Il invite ça dedans. Et puis, il nous avait déjà promis que quand Yahi partirait, nous allons le regretter. Enfin. Je vais le lui dire, nous sommes en train de le fêter. Donc, la SBE, moi je crois que ce qui nous arrive, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Et puis, les grandes sociétés qui devaient aider le pays à tenir debout, Yahi les donnait à ses amis, à ses courtisans, à ses chambres. Regardez la Sonacop, ce qui nous arrive. On ne peut pas avoir ça. Comment? Avec la Sonacop, non. René Agossa, c'est un qualiticien. Hein? Un qualiticien. Enfin, c'est comme ça qu'il se définit. Ah bon? Moi, j'ai cru que c'est juste un nationaliste. Parce que... Enfin, nationaliste qualiticien. Bon, parce que ces choses-là, des gens qui vont d'une prétendue droite à une extrême gauche, retrouver Yahi et puis on les bombarde. Nous payons le prix. Parce qu'aujourd'hui, où les produits pétroliers, le prix a complètement chuté à l'international. Aujourd'hui, où les navires flottants sont sur la mer partout, vous pouvez avoir... C'est Chanclien, nous manquons de carburant. On n'a pas de carburant. On n'en a pas. Voilà des choses. La SBE, la Sonacop, il y a tout un tas de trucs. Moi, je crois que le ministre Serweto a pris certaines mesures, les gens ont critiqué. Bon, si j'avais été là, peut-être que j'aurais fait encore plus. Pourquoi? Non, le pays a besoin d'un signal fort. Yahi le pays est descendu en dessous de zéro. Nous sommes descendus en dessous de zéro. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère en disant ça? Bon, c'est les mêmes choses que j'ai toujours dites et les faits ne m'ont pas démenti. On est descendu très... Regardez, j'ai vu, pendant qu'il recevait les diplomates, il y avait le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Nigeria et l'ambassadeur ou l'ambassadrice, je ne sais pas le mot qui est juste, de France à côté. Mais l'ambassadeur du Nigeria le regardait avec curiosité. Parce qu'il disait des choses qui n'avaient rien à voir avec ce pourquoi les invités. Et puis ensuite, il les fait manger à crédit. Vous ne voyez pas que... Non. Ça dit, si le président Patrice Talon devrait intervenir dans la nomination de Yahi, il faut qu'il épargne cette honte-là à notre pays. Moi, je le dis. Je dis, c'est un ancien président. Les gens disent qu'il est fini. Pour moi, il n'est pas fini. Si j'étais encore en activité, je suis militaire. Si j'étais encore en activité, je vais le croiser. Je me mettrai au garde à vous pour le saluer. Mais, c'est pas bon. Je ne souhaite pas le revoir. Bon, en tout cas, on ne va pas continuer à parler du président Yebouni. Il a fini son mandat. Voilà. Qui s'en aille et qu'on l'oublie. On le laisse tranquille. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Le tribunal de Porto-Novo a récemment condamné l'État à payer en dommages et intérêts 28 milliards de francs CFA à l'entreprise qui était chargée des grosses œuvres sur le chantier du nouveau siège du Parlement. Vous devez avoir quelque chose à dire sur ce sujet, non? Oui, j'ai eu de la sueur froide quand j'ai eu le jugement. J'ai eu de la sueur froide. Mais je crois que c'est l'un des gros scandales sous Yahi. Et la construction du siège du Parlement fait partie des scandales qu'il a le plus couvert. Il a trop couvert.
C'est pour ça que je vais demander au président Patrice Talon ou au ministre qui s'en occupe de mieux fouiller ce dossier. Oui, mais de votre connaissance, comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire que nous avons un parlement à construire, nous y investissons plus de 14 milliards, nous apportons un complément de 7 milliards. Le parlement n'est pas achevé, nous sommes obligés aujourd'hui de payer 28 milliards de dommages et intérêts. Oui. C'est pas cohérent, ça, non? C'est ça la gouvernance, Yahi. Moi, je dis, il faut creuser le dossier du Parlement parce que le président de l'Assemblée, le président Mathurin Nago, que je n'ai pas du tout aimé politiquement pendant qu'il était président de l'Assemblée. Pourquoi? Oh, il suivait Yahi, c'est ceux qui ont fait le lit à Yahi. Et je crois que lui-même, il y a perdu des plumes parce que... Enfin, il s'est finalement démarqué au second mandat, non? Oui, il s'est démarqué vers la fin du second mandat parce que il a vu que trop, c'était trop. Mais malheureusement, ça le suit un peu, Bon, bref, il voulait... Pourtant, lui-même, si vous le dites, entre quatre murs, il a souffert du yaïsme lui-même en tant que président de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai refusé d'en souffrir, j'ai refusé de l'approcher. Alors, c'était un peu plus simple. Bon, mais j'ai dit, il a voulu suivre de près lui-même. Du côté de la gestion publique, je crois que le président Mathurin Nago fait partie des rares cadres qu'il faut féliciter. Gestion politique, je ne le trouve pas professeur titulaire en gestion politique. Mais gestion des biens publics, moi je trouve, on n'était pas dans le même camp, je trouve qu'il est bien. Il voulait suivre ce dossier. Il voulait que ce soit l'Assemblée, une équipe on lui a forcé la main, on lui a arraché ça. Et c'est passé dans des mains. L'entreprise qui a construit le siècle, qui a commencé, parce que l'entreprise a été créée 6 mois avant le début des travaux. C'est déjà pas bien. Et puis, il y a plein de députés qui vont prier chez Yahi, qui ont pris des marchés. Ça, je le dis. Des députés ont pris des marchés. Des députés ont pris des marchés pour électrifier un bâtiment sur lequel on posait les briques. Il fallait attendre au moins que le bâtiment soit terminé. Il y en a qui ont pris l'argent pour installer les fenêtres alors qu'on était à la fondation. On était à la fondation. Il y a d'autres qui devaient fournir des tapis et des meubles alors que le bâtiment n'était pas achevé. Je crois que c'est pour cela que Yahi Boni a d'ailleurs beaucoup couvert ce dossier. Et puis, le dossier n'a pas fait objet d'appel d'offres. Le dossier n'a pas fait objet d'appel. Non, moi je crois qu'il faut qu'on fouille parce que une vingtaine de milliards ne sont pas si riches. Maintenant, comment vous entrevoyez la suite de ce chantier finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on érige un musée de la corruption comme quelqu'un l'a suggéré, ou alors on trouve des ressources complémentaires pour non seulement payer les dommages et intérêts, mais pouvoir achever ce Parlement dont on n'est pas sûr de la structure, de la solidité et de la qualité. Moi, je ne souhaite pas un jour aller travailler dans ce bâtiment-là. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qui est en bas. Il y a un cabinet que vous avez reçu au Parlement et qui vous a certifié que c'est solide, que tout peut aller. Non? Vous savez, les histoires de notre pays. Moi, les histoires de notre pays, ces genres de choses où il y a beaucoup d'argent qui circule, moi, je ne veux pas croire. Vous pensez que c'est un montage? Oh, bien sûr. Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est vrai, mais moi, je n'en suis pas sûr. Et puis, bon, je dis... Pour moi, je ne souhaite pas aller m'asseoir un jour dans ce bâtiment-là et travailler. L'autre chose par rapport à la condamnation, j'ai écouté un éminent avocat, Maître Badou, qui a dit, comme ce n'est qu'en première instance, il faudra l'État va faire appel. L'État va faire appel et ils chercheront à savoir pourquoi on nous demande de payer 28 milliards. Et enfin, on comprendrait mieux et je pense que ça ne sera pas le jugement définitif. Je pense parce que on nous a grugé et puis ensuite, non, c'est pas juste. Alors, dernière question, Léon Basile aussi, dernière question avant d'ouvrir le standard à nos auditeurs qui doivent s'impatienter pour vous poser quelques questions. Vous aviez, il y a quelques mois, alors que vous étiez au COSLEPI, vous aviez dénoncé de faits graves de corruption contre votre ancien collègue Thiaby Sika, qui par ailleurs plus tard a été candidat à l'élection présidentielle, mais les autorités vous ont également mis des charges au dos. Ils ont dénoncé, accusé, vous ont dénoncé, accusé de
de manœuvres, concussionnaires. Vous aviez été entendu par l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Le dossier serait au niveau de la justice. Aujourd'hui, qu'est devenue cette affaire? Bon, moi, j'avais une préoccupation. Et dans ma lettre, j'ai révélé. Je dois dire au passage que ce n'est pas... L'information ne venait pas au président Yahi Boni pour la première fois. Il savait tout ce qui s'est passé. Il savait ce qu'il y avait dans ce dossier. Et je puis vous dire, c'est l'une des raisons qui ont amené l'éclatement entre l'honorable Chabi Sika et lui. L'honorable Chabi Sika qui est un député qui a toute mon admiration. Toute mon admiration. Et nous sommes restés, pas amis, mais en de très bons termes. En de très bons termes parce que... Malgré ce qui est arrivé? Bien sûr, il savait que... Il servait trop d'écran à Yahi. Mais certains ont estimé également que ce qui a été révélé là a été surtout parce que la guerre, comme on l'a dit, la guerre des choses dans l'ombre, la guerre pour 2016 avait été déclenchée un peu plus tôt et il fallait débarrasser le plancher et liquider un certain nombre de personnes pour faire de la place à d'autres. C'est pas totalement faux. Peut-être en politique, on ne pose presque jamais un acte au hasard. Ah, d'accord. Presque jamais un acte au hasard. Il protégeait un peu trop. C'est le député, je dois dire, l'un des plus grands travailleurs à l'Assemblée. Il travaille beaucoup. Il réfléchit beaucoup. Il est très résistant. Il défendait Boni Yahi également. Parfois, on a l'impression de nos maisons aveuglément. C'est l'une de ses qualités. Moi, j'appelle ça qualité. Ça, c'est une qualité. J'appelle ça qualité parce que... Défendre ce qui n'est pas c'est pas cohérent. Je ne lis pas ça comme ça. Ah, d'accord. Je lis ça je lis ça dans le sens de la fidélité au choix qu'on a fait. Donc, quand on fait un choix, même quand on voit les choses qui ne sont pas justes, on soutient, au risque même de paraître devant l'opinion comme quelqu'un qui n'est pas cohérent. Ça, c'est les détails. D'accord. Mais expliquez-moi alors. Des détails. Il y a eu Chabi Sika a choisi de soutenir son frère du village. Les combats qu'il menait dans l'ombre pour que ça ne se passe pas comme ça. Il ne pouvait pas tout révéler. Mais si vous avez derrière vous quelqu'un qui vous soutient, qui a un soutien ferme, je crois que vous devez lui reconnaître ces qualités-là. Malheureusement, comme je l'ai dit à mon aîné et collègue Djibril Debourou, qui, quand il publie beaucoup d'ouvrages ces derniers temps, que je lis, et on discute. Je lui dis, mais questeur, je l'appelle questeur. Je dis, questeur, mais comment tu as pu mettre une si grande intelligence au service du mal? Il dit, c'est quoi le mal? Il dit, le mal, c'est Yahi. Tu as pu mettre... Il rit. Et puis, à la fin, il m'a dit, jeune frère, je suis peiné de te dire que tu as eu raison sur moi. Il me l'a dit. Donc, mais, en ayant fait le choix de soutenir quelqu'un, bon... Donc, vous êtes en train de dire là que dans toute cette pagaille que nous avons observée, parce que moi, je ne trouve pas un autre nom pour qualifier ça, dans toute cette pagaille, il y avait quand même des gens qui étaient de bonne foi, vous voulez me dire? Pas la bonne foi, mais il y a des gens qui, dans leur nature, ne reculent pas. Bon, ceux-là n'ont pas pu reculer face à ce qu'ils voyaient. Moi, je ne serais même pas approché. Ça, c'est par exemple ça qui me caractérise. Moi. Dès que j'ai vu ça venir, j'ai commencé avec la mouvance. Mais dès que j'ai vu ça, je suis parti. Mais ils sont restés dedans. Et la fidélité, ce que je veux dire, ce n'est pas tellement ce qu'ils ont fait. La fidélité, quoi qu'il arrive, est une qualité. La fidélité, pour moi, est une qualité. Même dans le mal. Bon. La fidélité dans le mal, vous n'allez pas me dire que c'est une qualité honorable. Vérité au-delà des Pyrénées. N'est pas vérité. Erreur en dessin. Donc, je crois que dans le monde politique, quand je réfléchis, bon, je ne les accuse pas trop. Alors, l'affaire de la dénonciation de Chabi Sika et l'affaire qu'on vous a collé vous-même, qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Non, bon, évidemment, j'ai tapé sur un côté très sensible, j'ai tapé fort, il fallait trouver quelque chose. Moi, j'ai dit, la justice n'a qu'à nous appeler.
La juste garde. Et puis... Et vous n'êtes pas appelé depuis, là? Non, on n'a pas été appelé. Et puis, dans l'histoire des réformes, je vais suggérer au président Patrice Talon d'effacer cette histoire d'autorité nationale de lutte contre la corruption. Il faut faire disparaître ça. Vous pensez qu'elle est inutile? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils ne sont pas capables de poursuivre les gens, ils ne sont pas libres, ils n'ont pas les moyens d'agir. Les tests même ne leur en donnent pas la possibilité. Et puis, comme les bailleurs de fonds exigeaient trop ces choses-là, Yahi Boni a créé un truc à sa mesure pour dire aux bailleurs de fonds, voilà, j'ai fait. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est un machin qui ne sert à rien. Et là, il y a des cadres, de vrais cadres, qu'on devrait occuper ailleurs à faire des choses qui les attendent. Enfin, on pourrait mettre en place une autre structure il faut repenser ça. Parce que les cadres qui y sont, je regrette qu'ils soient là à être occupés comme ça. Alors, nous allons à présent recevoir nos auditeurs qui sont sans doute au téléphone, au 64 44 02 44 66 75 72 72. Avons-nous le premier auditeur? Oui, on me fait oui de la tête. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Toussaint Wané Edou. Oui, monsieur Wané Edou, on vous écoute. Oui, honorable, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, merci beaucoup. Je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. Et j'ai 3 questions à vous poser. Oui. La première, ne pensez-vous pas que votre choix pour les dernières élections présidentielles peut bouleverser les donnes de votre base pour les législatives prochaines? Deuxième question. Le sociologue Vroom a écrit que il n'y a pas date sans intérêt. Fin de citation. Votre décision de non-respect des clauses d'honneur pour les élections présidentielles passées vous a apporté combien? Troisième question pour finir. Une organisation est un ensemble d'individus structurés pour un objectif, bien sûr. Mais si l'un décide de vous exclure, quelle sera votre réaction et ou bien votre appréciation? Toussaint Walendou, excellent de travail à vous. Merci pour ce paquet de questions. L'honorable y répondra tout à l'heure. Bonjour, à qui avons l'honneur? Est-ce qu'il est là? Bonjour monsieur Wilfried Adon. Bonjour. Justin Nonayo depuis Porto. Monsieur Naou, comment vous allez? Oh, merci Dieu. Alors nous vous écoutons. Je salue l'honorable. Oui. Bonjour. Je le félicite pour son franc-parler. Et parmi... ils sont 4 personnalités qui, excusez le terme, ont ramé à contre-courant. Donc je veux citer... lui-même qui est là, honorable Ahoti, monsieur l'honorable Eric Kourété, maître Adrien Mbedi et puis le maire de Yadi Soglo. Bon, parmi les 4, ceux qui nous ont frappés, qui nous ont tapé vraiment dans notre cœur, c'est lui et puis Eric Kourété. Sinon, maître Adrien Mbedi et puis Yadi Soglo, c'est des gens dont la stabilité est très difficile. Donc pour eux, vraiment on n'arrive pas à comprendre. Bon, finalement, est-ce que si nous sommes, il est ami avec quelqu'un, est-ce que quand il voit que le vent est en train d'aller dans un sens, est-ce qu'il vaut mieux pas lui dire la vérité pour dire, monsieur, vous êtes mon ami, mais tel que ça se passe dans le pays, ça ne va pas. Puis il a dit que le pays est complètement à zéro aujourd'hui. Donc je crois qu'il aurait mieux lui dire la vérité. Maintenant, le seul conseil que je vais lui donner, en tant que gardien de la tradition, c'est que pour des situations comme ça, quand vous êtes dans un embarras, même moi qui suis ici, même avec 200 francs, s'il me demande de voir avec mes colis, je lui jette mes colis, je vais lui dire le vent va dans quelle direction et il ne se serait pas perdu. Donc vous auriez pu nous dire qui aurait été président là, monsieur Nayon. Enfin, vous m'appelez tous les dimanches ici, je ne savais pas que vous avez autant de pouvoir. Bon, enfin, en rentrant à Porto-Novo, je passerai vous voir pour ce qui va se passer en 2021. Allez, bonne journée à vous. Autre auditeur, bonjour. Il est là? Non, il est parti. Est-ce qu'il y a un autre auditeur qui est au bout de la ligne? Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. À qui avons l'honneur? C'est monsieur Degui Tanguy. Monsieur Degui, allez-y pour vos questions. Oui. Je voulais poser cette question à l'honorable. Est-ce qu'on ne peut pas chercher un moyen pour stopper immédiatement le président Yahi Boni pour ses propos de division, parce que le Bénin est un et nous sommes tous unis, le nord, le sud, l'est à l'ouest. Ce qu'il est en train de dire au nord, c'est très grave. Donc on n'a qu'à trouver vite un moyen pour le stopper.
C'est la question que je pose à l'honorable. J'en ai fini. Merci, monsieur Degwe. Bonne journée à vous. Notre auditeur est-il là? Bonjour. Oui, allô? Oui, à qui avons l'honneur? Oui, c'est monsieur Victor Folly Christophe, j'appelle de Saint-Ango. Monsieur, comment vous avez dit? Victor Folly Christophe. Ah, d'accord. Monsieur Victor Folly, allez-y pour votre question. Merci beaucoup. Je salue le député. Merci. Je lui Bonjour. dois le maximum de respect. Ma première question, ça concerne surtout les concours dont le président de la République vient d'être nommé. Je voudrais demander, est-ce qu'avant d'annuler les concours au Bénin, est-ce qu'il n'y a pas une procédure au niveau de l'Assemblée nationale et associer aussi les députés pour une commission d'enquête élargie? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, ça concerne les 10 ans de Yahi. Je voudrais quand même, il est un peu amer. Il est supposé nous énumérer au moins quelques-uns des trucs, disons, des actes posés par Yahi qui est quand même positif. Merci beaucoup. D'accord, merci monsieur Victor Folly. Il y a un autre auditeur. Nous allons prendre deux ou trois rapidement encore avant de boucler la ligne. Non, il n'y en a pas. Oui, il y en a. Oui, bonjour. Non, mais apparemment, il est reparti. 66, 75, 72, 72. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là sur cette ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? Monsieur Armandino Bruno depuis Porto-Novo. Monsieur Armandino, allez-y pour votre question. Je dis bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. À son arrivée, le président Mbodi a dit qu'il sera question de la dictature des tests. Dans son dernier discours, il a fait état de ce que l'assiduité de certains députés, et pour une frange assez consistante quand même, n'est pas ce qui devrait être de mise. Alors, qu'est-ce qu'il attend pour que la dictature des tests s'exprime à l'endroit de ces députés dits honorables qui ne sont pas en train de donner le bon exemple à la population qui les représente? C'est ma question pour vous, monsieur le député. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, monsieur Armandino. Bonne journée à vous. Nous allons prendre le dernier auditeur. Bonjour. Est-ce qu'il est là ou il est parti? Il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Mon frère Didier à Foucault de Porte-Nouveau, j'appelle. Monsieur Didier, allez-y pour votre question. Oui, bonjour, monsieur l'honorable. Bonjour, monsieur. Je voudrais dire à tous les Béninois, en particulier aux journalistes de Soleil FM et à l'honorable, le Bénin, c'est un pays que Dieu a tant aimé et qu'il continue d'aimer. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que le feu président qui en son second mandat, au moment où le président sortant Yahi Boni était élu et il devait lui passer la main, c'était contre son gré. Si mes souvenirs sont bons, et je suis sûr que c'était le cas parmi tant de Béninois, il avait dit en son temps, vous m'excusez le terme, qu'il n'aimerait pas remettre le pays dans les mains d'un soulard. Il avait dit, mais pas des injures à l'endroit de l'ex-président Yahi Boni. Oui, monsieur, est-ce que vous avez une question? Parce que là, ce que vous dites, c'est déjà assez long. J'aimerais avoir une question. Soyons précis. Oui. Je n'ai pas tellement de questions. D'accord. En principe, on appelle ici quand on a des questions à poser. Donc, la prochaine fois, si vous voulez appeler, ayez au moins une question à nous poser. Ça nous ferait plaisir. En tout cas, merci d'avoir appelé. Bonne journée à vous. Et nous allons revenir ici en studio pour apporter quelques réponses. Et je vais prendre la dernière question, puisque M. Didier n'en a pas posé. La dernière question, c'est celle de Bruno Armandino. La première session ordinaire du Parlement pour le compte de cette année, c'était cette semaine. Adelon Mbodi a tenu son discours d'ouverture devant 51 députés sur 83, soit 32 députés absents. Quelle explication logique pourrait-on donner à cet absentéisme de masse? Est-ce que c'est de la légèreté? Est-ce que c'est un désintérêt? Est-ce que c'est un boycott? Qu'est-ce que c'est concrètement, Léon Bazila aussi? Merci, M. Adon. Je voudrais d'abord dire que
Le discours du président de l'Assemblée a été tenu devant autour de 62 députés. Ah, d'accord. Autour de 62. J'étais là. Donc, parce que quand on fait l'appel, il y en a qui ne répondent même pas, qui font autre chose. Ensuite, il y a des gens dans les couloirs qui prennent un coup de fil. Mais quand on a fini, dès qu'on franchit les 42, bon, on se dit ça peut commencer. Mais beaucoup de gens sont entrés après. Mais ça n'excuse pas les absents, ça n'excuse pas. Et je pense qu'il faut qu'on cherche à corriger ça. Et chercher à corriger, ça passe aussi par la construction du siège de l'Assemblée. Parce que moi, en 2007, quand j'ai été élu, soit dit en passant, j'ai été élève au collège Père-au-Pied, où vous êtes au collège 10 minutes avant l'heure, le portail est fermé. Donc, j'ai pris des habitudes. On dit 10 heures. J'étais toujours au Parlement à moins le quart pour commencer les sessions vers 14 heures. Ça a fait que je quitte parfois la maison à 10 heures pour être au Parlement à 11 heures. Vous avez pris également de mauvaises habitudes, oui, comme tout le monde. Et puis, j'arrive toujours avant que ça commence de toutes les façons. Si on améliorait les conditions, parce que vous restez sous les arbres, vous êtes assis dans votre voiture, ce n'est pas commode. Je ne le dis pas pour excuser l'absentéisme, mais je crois que là, le président Mbeki est en train de faire construire quelques bureaux supplémentaires, parce que je doute que lui-même croit à l'évolution du bâtiment. Ah bon, il n'y croit pas? Je doute. Peut-être qu'il y croit, mais je doute. Parce que si on doit déménager, on est en train de construire d'autres bureaux sur le site là-bas, là où nous sommes actuellement, je crois. Donc, ce n'est pas bon qu'on soit absent parce qu'on est payé. On est payé pour aller faire le débat. Il faut qu'on y soit. Mais il faut que l'État, désormais, avec son nouveau départ, nous aide à éviter certaines choses. Il y a eu trop de gaspillage sous l'ère Yayi. Très bien. Alors, M. Degbé, il est radical, lui. Il demande s'il n'y a pas un moyen pour stopper immédiatement Boni Yayi dans les propos qu'il tient dans la partie septentrionale du pays. Oui, je crois que nos compatriotes, nos frères du Nord, ne l'écoutent vraiment pas. Parce que c'est les mêmes personnes à qui ils parlent, qui enregistrent et qui ventilent. Et quand ils le ventilent, c'est pas pour qu'on l'applaudisse. Et Yayi a fait quelque chose de particulier. Il a réussi à diviser totalement le pays. Donc, il a divisé même les gens du Nord contre lui. Il a divisé tout le pays, tous les uns contre les autres, les ménages, tout. Donc, moi, je voudrais demander à notre ami Degbé, c'est quoi c'est Degbé? Il faut le laisser parler. Il faut le laisser. Parce que si... C'est thérapeutique, vous pensez? Oui, si le ministre de l'Intérieur dit aujourd'hui qu'il faut l'arrêter, ça va créer d'autres problèmes. Bon, mais je suis sûr que les gens ne l'écoutent pas. Et puis, vous avez vu, quand il parlait aux ambassadeurs, on peut au moins dire à sa famille de lui parler. C'est possible, ça, non? Est-ce qu'il a jamais écouté sa famille? Ah, d'accord. Bon, moi, la dernière fois qu'il parlait aux ambassadeurs, vous avez vu que les gens ne l'écoutaient même pas. Il y avait quelqu'un qui s'ennuyait mortellement, qui regardait le plafond, qui manifestement était embêté. Oui, donc moi je crois que les gens ne l'écoutent pas et je les encourage à ne pas l'écouter. D'accord. C'est ça. Alors, on a l'impression qu'on critique beaucoup Boni Yayi dans cette émission, mais Monsieur Victor Fodji voudrait savoir si en 10 ans de gestion 10 ans de yaïsme, il n'y a pas des actes positifs, parce que il vous reproche d'être trop dur contre Boni Yayi. C'est Monsieur Victor Fodji. Oui, mais je vais lui dire que on n'élit pas un président pour faire attention à ses actes positifs. A priori, il devait n'imposer que ça. Voilà. Il a levé le doigt pour régler nos problèmes. Mais pas pour venir organiser des concours frauduleux. Pas pour venir faire 500 de 1 milliard à 40 milliards. Pas pour venir faire Maria Glita au prix où il a fait et où on n'a pas le courant. Pas pour acheter des machines. Enfin, nous, citoyens, on doit être exigeants sur ça parce qu'il prétend n'avoir pas eu de salaire. Mais l'argent qu'il a gaspillé fait peut-être 40 fois, 100 fois son salaire. Donc, notre rôle, ce n'est pas de nous occuper de ce qu'il a fait.
ce qu'il devrait faire, c'est ça qui nous préoccupe. Donc, moi, je ne peux pas dire qu'il n'a rien fait. Ce serait une insulte à notre peuple, parce que des gens, quand même, ont cru en lui, ont voté pour lui, mais il n'a pas fait assez. Il a fait trop peu et il a fait trop cher. Moi, je trop peu et trop cher. Alors, ce qui n'est pas peu, qui n'est pas cher, c'est ce concours qu'on se propose d'annuler, en tout cas que le gouvernement a suspendu. Monsieur Victor Foggi, c'est toujours lui, il voudrait savoir s'il n'y a pas une procédure qui doit conduire à l'annulation de ce concours, et s'il n'y a pas une procédure qui devrait, à son avis, impliquer les députés. Je n'en sais rien, vous l'éclairez. Non, ça relève du domaine réglementaire. Et ça ne relève pas du domaine de la loi, ce genre de choses. À la limite, l'Assemblée aurait pu faire une commission d'enquête parlementaire, mais à la fin, formuler que des recommandations. L'Assemblée ne peut pas dire c'est comme ça que ça va se... L'Assemblée va faire des recommandations. Donc c'est du domaine purement réglementaire. On a entendu aussi des débats de juristes, enfin il y a beaucoup de spécialistes de ces questions dans le pays, qui certains sont intervenus. Cette semaine, on m'a annoncé que le professeur Ibrahim Salami doit intervenir sur cette aujourd'hui pour parler justement de cette affaire. Si ce n'est pas déjà en cours, ça va l'être dans les minutes à venir. Est-ce que on ne devrait pas être plus respectueux de la procédure si on veut annuler ces concours? Oui, mais je crois que d'abord le président de la République, l'actuel, je veux dire, que j'ai découvert en 6 mois, c'est un homme très méthodique. Et vous savez, la dimension de ses affaires, quand il était homme d'affaires, parce qu'il a promis, ne l'est plus, lui a permis de s'entourer de beaucoup de précautions pour faire ce qu'il fait. Et je suis sûr qu'il a beaucoup de juristes autour de lui. Il n'a pas annulé les concours. Et il a dû interroger le droit avant de prendre les mesures de suspension. Très bien. Alors, on va y aller rapidement pour les questions qui restent. Parmi les 4 personnes qui sont allées à compte courant de leurs opinions antérieures, il y avait Léon Arossi Basile, Eric Ondete, Adrien Oubédié et Liali Sogro. Monsieur Nayon estime qu'il ne comptait pas sur les 2 derniers, mais sur vous 2. Il a été surpris par ce que vous avez fait. Et monsieur Wanendo, lui, veut savoir si l'Union fait la nation décide finalement de vous exclure, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je vais dire à M. Nayon que je ne sais pas comment l'honorable Ondete est allé. Je ne sais pas s'il est allé faire campagne avec les FCBE ou avec Lionel Zinsou. Je ne sais pas. Moi, je suis allé soutenir un ami. Et lui, il a été le porte-parole du candidat. Bon, donc je ne peux pas répondre pour lui. Mais je dis... je comprends tous. J'ai été beaucoup interpellé, j'ai eu beaucoup d'attaques. J'ai dit à tous ses amis, j'ai dit c'est vrai, plus cher est l'offenseur et plus grand est l'offenseur. L'estime que les gens me portent, qui ont fait qu'ils sont très mécontents. Mais je dis, nous n'allons pas pleurer sur nos actes manqués. Et c'est fait, chacun tirera les leçons. Mais j'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas qu'il oublie. Il fallait qu'il y ait des gens autour de Lionel Zinsou pour qu'il pose les actes qu'il a posés à la fin, qui, c'est vrai, Ouad l'a fait, le président Ngouédi l'a fait, mais eux, ils n'avaient pas en face d'eux des gens dangereux, prêts à incendier. Il l'a fait, je crois que ça n'a pas été inutile, sa présence pendant cette campagne, sa présence parmi les candidats. Si l'UN décide de ne plus me reprendre, ben, je ne lui garderai pas dents. Mais je continuerai d'apporter ma contribution comme je peux pour le pays. Je continuerai de faire ce que je peux pour le pays. Est-ce que c'est toujours M. Wanelou qui voudrait savoir, est-ce que votre choix finalement n'a pas perturbé vos électeurs et puis semer l'incompréhension dans leur rang au point de bouleverser les choses en ce qui concerne la législature de 2019, enfin en 2019. Je voudrais expliquer un peu. Oui, très rapidement parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Lorsque j'ai pris cette décision, j'ai échangé avec mes électeurs. Et mes électeurs ont dit l'environnement ne nous permet pas de faire ça. Et j'ai dit, c'est ça que nous allons faire. Ils m'ont dit, l'environnement ne permet pas. J'ai dit, bon, on s'est entendu. Et ils ont dit, nous n'avons jamais fait campagne séparée. Donc, nous ne voulons pas aller dire sur le terrain, notre candidat c'est X, et que vous, notre leader, vous venez dire notre candidat c'est Y. C'est pour ça que je vous disais au début,
Mais ma contribution aux côtés du candidat Lionel Zissou a été plutôt beaucoup plus de contacts parce que j'aurais fait des meetings dans mes zones traditionnelles que je n'aurais pas eu du monde. Ça, je le sais, j'en suis conscient. D'accord. Donc, mais est-ce que vos militants, comme vous le dites, vos soutiens ne sont pas mécontents finalement de ce choix que vous avez fait? Ils ont compris. Ils ont compris parce que c'est les mêmes qui m'ont suivi depuis 2007 et qui savent que l'UNDP, c'est très proche des Insous. Il nous est arrivé, quand l'UNDP marchait encore, de demander des fonds à M. Lionel Zinsou, qui n'était ni Premier ministre ni rien, pour aider le parti à tourner. Donc, je crois qu'il y a des choses que le public, le commun des mortels ne connaît pas. Mais il y a des choses qui nous ont rapprochés. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas, mais Ouanadou estime qu'il n'y a pas d'acte sans intérêt. Il voudrait savoir combien vous avez pris pour aller soutenir Lionel Zinsou. Je vais lui dire quelque chose. Nous avons commencé la campagne par des télétons. Ah bon? Par des télétons. Et si c'est l'argent que je voulais, c'est pas là que je serais parti. Télétons, et qui a contribué à ce genre de télétons? Moi, je ne connais pas tous, mais on avait quelque part où chacun trouvait quelque chose, il allait déposer. Et vous avez pu récolter un peu de sous quand même? De toute façon, on en a eu un peu. Donc, la première chose que je vais lui dire, c'est que on n'était pas parti pour l'argent, mais on était parti pour un homme, pour une amitié, pour une cause. Mais finalement, si vous avez fait ce choix, l'UNDP, votre parti, qui est quand même le parti du président Émile Dalin Zissou, n'a pas finalement soutenu Lionel Zissou. Monsieur Adoum, je souhaite que les réformes envisagées par le président Patrice Talon passent pour que, comme le dit Maître Yaya Pouyon, on en finisse avec les particules. Les particules. Oui. Alors, Léon Badji-Larossi, il est temps de refermer cette émission. Nous avons 1 minute pour la conclure. Voulez-vous y aller? Oui, mais je vous remercie. Je vous remercie sincèrement de m'avoir donné l'occasion